3 salariés de la succursale française d'UBS soupçonnent leurs employeurs de démarcher de riches clients français et de les encourager à pratiquer l'évasion fiscale. Leur conscience leur dicte de dénoncer ces actes, mais leur courage leur fera subir intimidation, traque, surveillance et exclusion. Vous écoutez La Grande Évasion Fiscale, épisode 1, L'honneur perdu d'une banque. Première partie. Évasion fiscale. En France, chaque année, 50 milliards d'euros échapperaient à l'impôt. Refuser de payer l'impôt, c'est mettre en danger l'existence même de l'État. Pour les plus riches, tromper le fisc est le meilleur moyen de s'enrichir encore. Sans les banques, il n'y aurait pas d'évasion fiscale. Toutes les grandes banques en tirent profit. Parmi elles, la banque suisse UBS, première banque mondiale de gestion de fortune privée, a fait de l'évasion fiscale une véritable industrie. C'est de l'intérieur que nous allons raconter cette histoire. Stéphanie, Olivier, Nicolas, employés d'UBS France, vont découvrir un jour effarés des faits qui leur font soupçonner que leur banque incite massivement ses clients à l'évasion fiscale. Mais dénoncer ces pratiques va faire d'eux des coupables. Avec l'aide d'un journaliste, Antoine Peillon, ils vont se battre contre leur banque et contre tous ceux qui, au sein de l'État, ont intérêt à cacher ce scandale. En 1999, UBS crée une filiale pour prospecter le territoire français. Je me suis retrouvé chez UBS en quittant la Caisse des dépôts et consignations à Paris. Olivier, ancien employé d'UBS France. En étant persuadé que c'était la plus belle banque du monde. Une banque, culture suisse, donc à mes yeux carrée, avec une tradition anglo-saxonne. Ce qui était l'image de la banque à l'époque. Donc, la plus belle banque au monde pour laquelle on aurait fait n'importe quoi pour pouvoir réussir sa carrière. Donc j'y suis rentré en 2002. UBS France qui venait d'ouvrir à Paris. Stéphanie Gibaud, ancienne responsable communication et marketing France. Elle était en recherche de quelqu'un à la communication et au marketing. Je suis arrivée à l'ouverture en 1999. Mon travail dans la banque, c'était de démarcher des clients fortunés qui peuvent être déçus de leur banque existante, qui peuvent avoir réalisé une fortune de manière récente, en vendant leur société par exemple, en héritant d'une personne de leur famille ou en vendant un immeuble. Il y a d'autres profils, comme effectivement les sportifs de haut niveau ou les gens du showbiz. Si je prends les normes de la banque, c'était 500 000 euros minimum d'argent disponible à mettre sur un compte. Mon travail pendant ces 10 années a été d'organiser des événements. On gérait une centaine d'événements par an, que ce soit à Paris et en province. Ça peut être l'organisation d'un petit déjeuner dans un musée, ça peut être une loge à Roland-Garros, ça peut être organiser des compétitions de golf. Un concert dans une salle réputée de la capitale, mais ça peut être aussi un abonnement à l'opéra. On essaie de cibler les clients en fonction de leur hobby, du hobby de leurs épouses, du hobby de leurs enfants. Tout est basé sur la confiance dans ce métier. Et par conséquent, un client qui a suffisamment confiance en vous et qui vous explique quels sont ses projets, quels sont ses soucis, quels sont ses objectifs, quels sont, que sais-je, ses plaisirs, vous permet de mieux affûter votre diagnostic, si j'ose dire. Stéphanie et son équipe, donc, organisent des événements pour attirer des personnalités fortunées, à qui Olivier, avec ses 70 collègues sur toute la France, va proposer les services de la banque. Le travail de Nicolas et de ses adjoints est d'une toute autre nature. Il est auditeur interne. Il va être l'homme par qui le scandale arrive. Le principal objectif d'un auditeur interne, c'est de faire en sorte que les activités de son employeur et donc d'une banque respectent les contraintes légales du pays dans lequel cette banque exerce.
Dès son arrivée en 2001, il s'intéresse à ce que l'on appelle les affaires spéciales. Des comptes soupçonnés d'avoir des liens avec le terrorisme ou le trafic de drogue. Durant ses 4 premières années, il fait fermer des comptes suspects avec le soutien de sa hiérarchie de l'époque. Mais ce qu'il va découvrir ensuite, moins spectaculaire en apparence, aura des conséquences beaucoup plus graves pour la banque et pour sa propre carrière. Dès 2005, je décide d'auditer et de contrôler le plus gros département de la banque. Donc, ce sont les chargés de clientèle français qui exercent en France et qui sont chargés de faire de la prospection sur le territoire national. Première bizarrerie, Nicolas découvre que les notes de frais professionnelles d'une chargée d'affaires sont remboursées par le bureau de Genève. Et il finit par comprendre que cette chargée d'affaires reçoit ses instructions directement de Suisse et pas de sa hiérarchie en France. Et comme par hasard, c'est elle qui a en charge les clients les plus fortunés. Cette chargée d'affaires était très proche de joueurs de football, en activité ou non. Et vous savez très bien que la carrière d'un footballeur est courte. Elle est très intense financièrement, mais elle est courte. Et ces services d'ouverture de compte dans des pays fiscalement accueillants étaient systématiquement proposés par cette chargée d'affaires. Un pays fiscalement accueillant, pour parler clair, c'est la Suisse. Il n'est pas interdit d'ouvrir un compte en Suisse, mais à condition de le déclarer au fisc français. Et c'est là que le bât blesse. Au début de la discussion, la banque proposait ses services classiques de gestion de fortune sur des produits financiers avérés et réels, avec de belles performances. Et systématiquement, le deuxième point était abordé, à savoir, avez-vous des problématiques fiscales ? Avez-vous des problématiques fiscales ? Autrement dit, voulez-vous échapper au fisc ? C'était de proposer un service financier qui serait l'ouverture d'un compte non déclaré et dont les autorités françaises n'auraient jamais connaissance. Si le client répondait oui, on lui disait « nous, on ne peut pas faire, mais on va vous mettre en contact avec quelqu'un qui peut faire. Et vous recevrez d'ici quelques jours un coup de fil de quelqu'un qui viendra de ma part, avec ou non un mot de code, peu importe, et qui vous cherchera à vous rencontrer. » Nicolas poursuit. Ce quelqu'un, qui vient avec ou non un nom de code, c'est un chargé d'affaires suisse qui arrive de Genève. Sa démarche est doublement illégale. D'abord parce qu'il vient pour organiser l'évasion fiscale vers la Suisse, et ensuite parce que la Suisse ne faisant pas partie de l'Union européenne, il n'a pas le droit de venir prospecter en France. Donc, comment ça se passe ? Un petit coup de téléphone. Je sais que vous avez rencontré Monsieur X ou Madame Y tel jour à telle heure. Où, quand et comment souhaiteriez-vous qu'on vous rencontre ? Plusieurs possibilités. Il y en a qui ont pris le risque d'aller chez les clients. Deuxième manière, on vous rencontre à notre hôtel. Et la troisième manière, écoutez, est-ce que vous souhaiteriez venir en Suisse nous voir pour des raisons de discrétion ? Donc ils y vont, et puis en fonction là des possibilités, des moyens, soit ils vont à la banque, ils sont reçus dans des salons, soit ils se rencontrent au restaurant, soit encore dans un hôtel, et c'est comme ça que les affaires se débouclaient. Cette offre s'adresserait en France à plusieurs centaines de clients contactés au cours des événements mondains qu'organise la banque. On y retrouve des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, des membres du show business ou des milieux politiques, et même des journalistes et des magistrats. Et tout ce petit monde se soumettrait à l'obligation des rendez-vous discrets. Mais selon Nicolas, le management de la banque va se trouver confronté à un problème d'origine purement interne. Qui va toucher les bonus générés par l'ouverture discrète de ces comptes non déclarés ? Le chargé d'affaires français qui a initié l'affaire ou le Suisse qui l'a finalisé ? Les deux. Pour répartir discrètement la somme entre le français et le suisse, UBS France, conclut Nicolas, va mettre en place une comptabilité parallèle. Cette comptabilité parallèle s'appelait le carnet du lait et était gérée par des fichiers Excel qui portaient le nom de fichier vache.
Les carnets du lait étaient tenus à la main et remontés dans des fichiers Excel qui partaient chaque fin de mois ou trimestre de l'autre côté de la frontière. Il fallait que ce soit rudimentaire, cahier, tenu au crayon à papier, avec des codes, couleurs, des codes numériques, des codes de nom, de pseudo, tout ce qui était ou qui pouvait être ou qui allait être ce que l'on appelle en France du offshore, c'est-à-dire la non-déclaration de biens aux autorités françaises. Il ne fallait absolument pas que ça rentre dans des systèmes informatiques. Et si ça rentrait dans des systèmes informatiques, il fallait que systématiquement et à très court terme ce soit des tris pour ne pas laisser de traces dans les mémoires. Carnet du lait. Malgré la bizarrerie du terme, on le retrouve partout dans la correspondance officielle de la banque. Preuve s'il le fallait que cette comptabilité parallèle est devenue banale chez UBS France. Mais ces chargés d'affaires suisses, qui traverseraient régulièrement la frontière, ne viennent pas seulement pour prêter main forte à leurs homologues. Ils viennent aussi pour leur propre compte. Et ils le feraient ostensiblement, sans se cacher. Donc en fait, moi je faisais un briefing avant chaque événement à tout le monde. J'étais le chef d'orchestre et donc j'expliquais les détails de la soirée. Les Suisses avaient toujours un petit pin, comme ça qu'on reconnaît les petits hommes verts. Donc les événements que vous organisiez, en fait, ils étaient destinés à faire venir des prospects et à les mettre en relation avec des chargés d'affaires suisses. Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que moi j'ai découvert innocemment en 2008. Non. Vous avez découvert que c'est illégal. Ah ben j'ai découvert, oui, que c'était illégal en 2008. Mais D'accord. j'ai fait ça pendant 8 ans. Travaillé main dans la main avec ma collègue marketing à Genève, qui, elle, gérait une centaine, 100, 120, 150 chargés d'affaires suisses pour le territoire français. Et, conclut Stéphanie, ces chargés d'affaires suisses qui braconnaient sans complexe sur les terres françaises étaient directement pilotés depuis Genève, en relation étroite avec le directeur de Paris. Alors Philippe Vic était le patron des chargés d'affaires suisses pour la région France internationale et Patrick Defayette, directeur de la gestion privée à Paris. À aucun moment on imagine que c'est illégal, puisque la banque, le discours officiel de la banque est qu'elle est une banque suisse et qu'il est tout à fait normal qu'il y ait des échanges internationaux. Alors, un petit peu comme si on travaillait chez Disney, on croise forcément des Américains dans les couloirs. Ces chargés d'affaires suisses, la banque UBS va les armer d'un petit manuel, au titre anodin. Gestion des risques bancaires. En fait, un manuel du parfait petit espion. C'est ce que montrent les documents que le journaliste Antoine Payon, 4e personnage de notre histoire, a réussi à récupérer. Comme ils sont dans l'illégalité, qu'ils sont comme des sortes d'agents secrets, ils étaient munis, bien entendu, de procédures qui leur ont été enseignées et qui ont même fait l'objet d'un document extrêmement intéressant qui s'appelle, tout bêtement, Security Risk Governance, qui date celui-ci du 7 juin 2006 et qui porte sur les procédures de sécurisation des voyages des commerciaux suisses quand ils font de l'évasion fiscale. Pour ce qui concerne la mission elle-même, comme celle d'un agent secret, il est préconisé de ne jamais utiliser le même hôtel. On demande de trouver des points de rendez-vous qui changent à chaque fois, de changer de restaurant régulièrement, de ne pas utiliser les mêmes compagnies de taxi. On lit dans ce document des procédures qui sont de surtout n'avoir jamais aucun document sur soi concernant les comptes non déclarés, pas de nom de client, aucune donnée sur les clients sous forme électronique ou voire sous forme papier. Éventuellement, on peut se faire même passer pour touriste. En cas de contrôle, il faut rester cool, keep cool, rester poli, coopératif, surtout ne pas faire de remous. Mais détruisez immédiatement, par une manœuvre sur votre téléphone portable, la possibilité d'accès à votre téléphone portable. Il y a là, vous voyez qu'ils vivent dangereusement. Si vous êtes, c'est en anglais mais je le traduis, si vous êtes pris et sous pression, si vous êtes sous pression dans le cadre d'un contrôle de la douane, il y a un numéro, une hotline de 24 sur 7, de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est le Security Risk Control.
Et là, vous aurez le droit à une aide d'un collègue suisse qui vous permettra de passer la dure épreuve du contrôle policier. Ces mesures de sécurité surréalistes laissent penser que la banque UBS est, à l'époque, consciente des risques illégaux qu'elle est en train de prendre. Il s'agit de la politique mondiale du groupe UBS pour développer son activité offshore dans le monde et augmenter ses revenus annuels de plus de 2 milliards de francs suisses. Ce qui est considérable. C'est la volonté d'un homme à la tête de l'UBS en Suisse, Marcel Ospel à l'époque, de faire tout et n'importe quoi pour devenir le plus gros, le plus fort, à tout prix. Et évidemment, la crise est arrivée. Le système de l'évasion fiscale va exploser de façon spectaculaire en 2007 aux États-Unis, avec l'affaire Birkenfeld, qui éclate à la même époque que la crise des subprimes. Bradley Birkenfeld est un employé d'UBS qui travaillait dans le département américain de Genève, chargé de l'évasion fiscale des clients des États-Unis. Il va se faire prendre alors qu'il est en train de proposer l'ouverture de comptes non déclarés à un milliardaire de ce pays. Devant une commission d'enquête du Sénat américain, les dirigeants d'UBS sont obligés de reconnaître leur forfait. Pour sauver son droit d'exercer aux États-Unis, la banque va devoir payer 780 millions de dollars d'amende et livrer les noms de 4 750 Américains qui ont ouvert des comptes non déclarés. Birkenfeld, le choc, et c'était un peu un choc sismique, puisqu'a priori, du jour au lendemain, toutes les règles qui étaient en vigueur depuis l'ouverture de la banque en 1999 étaient totalement modifiées. Mon supérieur hiérarchique m'a demandé de détruire tous les fichiers que j'avais de garder de 1999 à 2007, concernant donc la totalité des événements que j'avais organisés en France. Grosse surprise de ma part. Dans mes dossiers papier et sur mes archives étaient donc listés les noms et les prénoms des clients qu'on invitait, bien évidemment, et les noms et les prénoms des chargés d'affaires français, ou en tout cas basés en France, et suisse, c'est-à-dire basés sur les desks, ce qu'on appelait les desks offshore. Et Patrick Defayette, le directeur de la gestion privée de l'époque, il m'a dit, je vous cite, « J'ai demandé à mes collaborateurs les plus proches de faire disparaître tout document qui pourrait être compromettant. » Voilà, je vous le cite tel quel, parce que je me souviens de cette phrase par cœur, parce qu'elle me résonne encore à l'esprit. Et c'est là où moi, le 31 décembre 2008, je me suis retrouvée chez moi en me disant « Mais tout le monde fait la fête, moi je suis au bout du rouleau, mais qu'est-ce que c'est que ce métier que j'ai pu faire depuis 1999, qui a priori pose un vrai problème ?» Cet ordre m'a été donné à plusieurs reprises, et j'ai refusé d'obtempérer. Et j'ai appelé un avocat qui est un ami d'un ami et qui m'a expliqué qu'il ne fallait pas que je détruise ces documents parce que si je les détruisais sans en avoir une instruction écrite, ça pourrait se retourner contre moi. Stéphanie, donc, continue de refuser. Mais après un déplacement aux États-Unis, elle découvre que son ordinateur a été visité. La totalité du contenu de tous ces fichiers avait été expurgée. C'est-à-dire que dans l'arborescence, vous pouviez lire et voir le titre de chaque document. En revanche, quand vous cliquiez à l'intérieur de chaque document, ils étaient vierges, il n'y avait que les matrices. Je suis tombée malade, j'ai fait une dépression à l'époque, j'étais au bout du rouleau en janvier 2009. J'étais reçue par ma DRH, le directeur juridique, où ils m'ont tous dit que j'étais très fatiguée, que je devrais prendre des vacances, que c'était pas possible qu'il y ait eu des Suisses dans la banque et sur les événements, puisque c'est interdit. Mais j'ai cru que j'étais devenue folle. Tandis que les pressions de la banque se font de plus en plus fortes sur Stéphanie, Nicolas passe à la vitesse supérieure. J'amène la preuve que des commerciaux suisses sont dans les locaux français, que des commerciaux suisses ont eu accès au système informatique français,
qu'un collaborateur français m'a révélé l'existence du carnet du lait du fichier vache, qu'un autre collaborateur français m'a dit que sa patronne faisait de l'activité offshore, que l'on retrouvera d'ailleurs dans des notes manuscrites de sa part où elle écrit clairement « compte off ». Je le mets par écrit par un rapport et j'en informe l'intégralité. Je dis bien l'intégralité de ma hiérarchie. Les ennuis commencent, ils commencent fortement puisque je ne vais avoir de cesse que d'être marginalisé. On va me retirer progressivement toutes mes prérogatives d'appartenance à des comités de direction et notamment le conseil de surveillance. On m'en sort. Je ne participe plus au conseil d'administration du groupe UBS en France. Ils ont subi une violence inouïe. Antoine Peillon, journaliste. À partir du moment où leur direction générale a compris qu'ils savaient et qu'ils allaient dénoncer, tous les moyens, ou quasiment tous les moyens, ont été bons pour les en empêcher. Pour les empêcher de divulguer. Vous venez d'écouter La Grande Évasion Fiscale. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Grande Évasion Fiscale est un podcast coproduit par Initial Studio et Nilaya Productions, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Nilaya Productions, avec la participation de France Télévisions. Un film écrit et réalisé par Patrick Banquet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Alix Martineau.